كبيرة شهيرة اسمي على كل لسان وسيرة مشوار الألف ميل. Bonjour à tous. D'abord, brièvement et de tout cœur, merci à la FPS pour cette invitation. Alors, ma présentation devait au départ porter sur le statut et les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Proche et Moyen-Orient, qui constituent environ 2/3 de l'ensemble du peuple palestinien, soit environ 7 millions d'individus sur 10, dont 5 sont enregistrés auprès des Nations Unies comme réfugiés humanitaires. Mais je vais me concentrer plus particulièrement dans cette présentation sur les réfugiés qui habitent dans les pays limitrophes de la Palestine, Israël, soit la Jordanie, le Liban et la Syrie. La Jordanie, donc, est le plus gros pays d'accueil en termes de nombre de réfugiés, environ 3 millions. Le Liban et la Syrie, donc, qui comptabilisent environ 1 million de réfugiés, en tout cas 1 million de réfugiés qui sont inscrits auprès des Nations Unies. Et on pourra bien sûr, je vais un peu parler aussi de temps à autre des réfugiés dans le monde arabe et aussi à l'extérieur du monde arabe, dans la diaspora en Europe et ailleurs. Cette Palestine, donc, qu'on a appelée la Palestine de l'extérieur. Alors, il s'agit d'examiner donc leur situation, voir comment se dessinent leurs perspectives d'avenir en fonction des dynamiques politiques, sociales et économiques, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Dans le cadre de négociations israélo-palestiniennes sur la question des réfugiés, il y a un interdit qui a été imposé par Israël sur l'OLP. De toute façon, ce qu'elle ne représente pas, ne cherche pas à représenter les réfugiés dans l'intérieur. Depuis 2000, c'est un tabou. Il y a une autre catégorie de la diaspora dont on doit parler, sont-ils diaspora d'ailleurs, ou sont-ils au même niveau? Ce sont ceux qui ont quitté la Palestine avant 1948. Toutes ces communautés palestiniennes au Chili, par exemple, et en Amérique latine, et qui sont réfugiés dans le sens où même si elles n'ont pas été chassées ou dû partir à cause du conflit de 1948, se sont trouvés empêchés de retourner à leur propriété, pour ceux qui avaient gardé les propriétés là-bas. Et bien là aussi, ces communautés, avec des représentants, se sont réunis à Amman en 2000, et on l'a aussi vu la manière assez peut-être inadéquate dont la délégation officielle de l'OLP gérait les négociations sur les réfugiés, donc on ne faisait pas grand-chose. On préférait, elles aussi, agir de leur propre côté, mais elles souffrent d'un manque de reconnaissance. On ne les considère pas comme des réfugiés. Bien que ceux qui n'ont pas pu revenir à leur propriété, même ceux qui vivent au Chili, mais qui avaient de la propriété, surtout dans la région de Bethléem, devraient être considérés comme réfugiés. Donc les réfugiés, c'est pas seulement, c'est ce qu'on dit toujours aux Israéliens, c'est pas seulement d'avoir été chassés, c'est aussi de ne pas avoir pu revenir. Et c'est ça qu'il faut toujours dire aux Israéliens, qui ont beau jeu de dire que là, beaucoup de Palestiniens sont partis lors de l'exode, n'ont pas été forcés, etc. Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas pouvoir retourner. Alors, bien sûr, cette discussion va bien sûr surtout mener à discuter de la construction nationale palestinienne et ces deux piliers centraux qui sont la revendication à l'autodétermination sous la forme d'un État palestinien, d'une part, et puis ce qu'on appelle le droit au retour, c'est-à-dire le retour des réfugiés à leur foyer d'origine, mais qui, selon la résolution 194 des Nations Unies, la célèbre résolution 194 des Nations Unies, fait plutôt état d'un choix entre rapatriement et compensation. Alors, ce sont là deux pôles, donc État et droit du retour, que l'on a souvent présenté dès les années 80 comme contradictoires, voire complémentaires, mais disjoints, à partir du moment où le territoire revendiqué de l'État palestinien, qui donc se restreint depuis les années 80 ouvertement à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, a cessé de coïncider avec le lieu du retour qui se trouve aujourd'hui en Israël. Et entre ces deux pôles, le processus d'Oslo a donné priorité au projet étatique, à l'État palestinien. C'est là un choix relativement logique, je dirais pas forcément légitime, parce que depuis la première intifada, entre 88 et 1993,
l'établissement de structures étatiques dans les territoires occupés est devenu prédominant dans l'agenda politique de l'OLP. On y reviendra plus tard. On se rappelle à cette époque, dès 1988, Arafat à Strasbourg, qui rappelle aux Palestiniens que la résolution 194, dont ils se réclament souvent pour justifier leur droit au retour, mentionne aussi le retour, la compensation comme alternative au droit au retour. Et puis Abou Iyad, à l'époque aussi, va aux États-Unis et essaye de rassurer les Israéliens en leur disant qu'il ne faudrait pas que l'État palestinien ne voit pas le jour à cause de leur peur de droit au retour, que peu de réfugiés en fait retourneraient à leur pays d'origine si l'opportunité leur en était donnée, qu'ils préféraient probablement, s'ils voulaient retourner en Palestine, retourner vers le futur État palestinien. Mais 20 ans plus tard, plus de 20 ans après Oslo, le projet d'État palestinien semble non seulement être tombé en panne, mais être quasiment hors de l'actualité. Beaucoup de gens de Cisjordanie et de Gaza ont arrêté de voir en l'État palestinien une possibilité ou un choix viable, en raison bien sûr des échecs répétés du processus de paix, de l'émiettement continuel du territoire cisjordanien, à cause bien sûr de cette colonisation rampante. Vous avez un exemple, là, vous voyez, à votre droite, la Cisjordanie actuelle, qui est fragmentée en des centaines d'îlots disjoints. Et bien sûr aussi un autre obstacle, qui est bien sûr le schisme fondamental aujourd'hui un peu réparé, jusqu'à quand, entre le Hamas et le Fatah, qui sont les deux principales composantes palestiniennes aujourd'hui, et schisme qui s'est projeté géographiquement sur le schisme entre le Gaza, qui est dirigé sous contrôle du Hamas, et la Cisjordanie, qui est dirigée par le Fatah depuis 2007. Par contre, bien que les discussions sur les droits des réfugiés, retour, compensation et autres, n'aient pas avancé d'un pouce, du moins formellement, le système de gestion des réfugiés qui a été mis en place par les pays arabes dès 1949, donc dès le lendemain de la Nakba, de l'exode de 48, et sur lequel les États arabes et les réfugiés palestiniens continuent à revendiquer leur droit au retour, est toujours bien en place, et ils continuent à façonner la vie, en bien ou en mal, on le verra, la vie de millions de réfugiés palestiniens, dont on parle très peu, vu que la couverture médiatique privilégie les événements des territoires occupés. Alors, ce système arabe de gestion des réfugiés, il est mis en place sous la houlette, sous l'égide de la Ligue arabe dès 1949. Et il se veut un système pan-arabe, donc qui est censé s'appliquer à tous les pays arabes d'accueil. Il est constitué en fait autour de trois éléments corrélés. Alors, le premier de ces éléments, c'est l'apatridie, donc le fait de refuser la citoyenneté du pays d'accueil aux Palestiniens alors qu'eux-mêmes n'en disposent d'aucune autre. Alors, l'apatridie a été présentée en fait comme une mesure de discrimination positive. Le maintien des réfugiés comme apatrides visant en principe à préserver leur droit au retour. En leur refusant la citoyenneté, on les empêche de s'ancrer de façon à privilégier et à préserver la pertinence du droit au retour. Alors tous les pays arabes, sauf la Jordanie, j'y reviendrai plus loin, y ont plus ou moins souscrit. Et donc ont remis aux réfugiés de simples titres de voyage, qui leur permettent au moins de voyager. Quand je dis plus ou moins, c'est que des fois pour des raisons politiques, certains États ont fait une exception. Par exemple le Liban, en 1949, qui est vraiment sous domination alors maronite, une domination qui repose sur leur prédominance démographique, a décidé et remet aux réfugiés chrétiens, aux 30 000 réfugiés chrétiens, là ils ont remis la citoyenneté libanaise, ce qui allait dans leur sens bien entendu, ce qui les rendait encore plus prédominants. Alors, cette qualité d'apatride a écarté en fait les réfugiés de toute participation formelle dans la vie politique nationale des pays d'accueil. De fait, leur engagement politique à ce niveau, c'est généralement fait par le biais de leur participation dans des mouvements d'opposition, partis, syndicats, ou dès 1969 par
par leur participation, leur engagement dans les groupes de Fedaïn, de l'OLP. Par contre, dès le départ, c'est au plan intracommunautaire que les réfugiés ont été plus ou moins libres de se réorganiser institutionnellement, soit en groupement de villages d'origine ou à l'échelle des camps. C'est plus tard, seulement avec l'avènement de l'OLP, qu'une identité palestinienne nationale en gestation depuis les années 50 s'est institutionnalisée, et cela a donné aux Palestiniens l'occasion de bénéficier de structures politiques et sociales relativement autonomes selon l'espace d'opportunité laissé par les pays, d'accueil. Alors, c'est à ce moment-là, donc dès la fin des années 60, début des années 70, que les Palestiniens, qui avaient jusque-là constitué une diaspora au sens traditionnel des termes, c'est-à-dire un ensemble de communautés disséminées, éventuellement reliées entre elles par un attachement fort à la Palestine et à la notion de retour au foyer, se structurent en une diaspora plus dense au sens moderne du terme, c'est-à-dire un ensemble de réseaux de tout ordre, politique, économique, social et culturel, autour d'un centre bien défini, un centre politique bien défini, qui est l'OLP, à défaut d'État territorialisé. Alors on a donné à cette diaspora palestinienne plusieurs adjectifs selon la caractéristique que l'on voulait relever, que l'on voulait souligner. Alors, on a parlé de diaspora palestinienne apatride, quand on voulait souligner la vulnérabilité juridique des réfugiés palestiniens, en tout cas au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On a parlé de diaspora politique pour illustrer la lutte, le combat de ces membres pour la réalisation de leurs droits à l'État et au droit au retour. Ou encore, on a parlé de diaspora palestinienne transnationale pour mettre en évidence justement la mise en place de ces différents réseaux publics et privés de tous ordres qui ont lié les différentes communautés diasporiques entre elles au Proche-Orient, au Moyen-Orient et au-delà sur le continent européen et américain. En parlant du cas très particulier et unique en fait, peut-être dans le monde de la Jordanie, qui est le principal pays d'accueil des réfugiés et qui est donc le seul État arabe à avoir conféré en masse la souveraineté aux réfugiés dès 1949. Alors le but de la manœuvre était en fait de favoriser au maximum l'intégration de ces réfugiés afin de favoriser le développement du royaume, et en particulier Amman et la rive est du royaume jordanien. Cela dit, la Jordanie a continué, malgré cela, à reconnaître, malgré les critiques dont elle a été victime, auxquelles elle a été confrontée du reste du monde arabe, de la Ligue arabe, a continué à reconnaître le droit des réfugiés au retour, les termes de l'équation étant que le jour venu, une fois la Palestine libérée, eh bien, les réfugiés jordanisés auraient l'opportunité de choisir entre soit retourner en Palestine ou rester comme citoyens au sein du royaume hachimite. C'est en fait donc, on peut parler là de citoyenneté temporaire, potentielle et temporaire. Et en attendant le grand soir du retour, les réfugiés jordanisés ont été priés de se comporter comme n'importe quel citoyen de souche, ce qui impliquait bien sûr, donc avec le droit et le devoir, ce qui impliquait bien sûr, ce qui a longtemps impliqué un renoncement à leur identité politique palestinienne. C'est là un processus d'assimilation qui a eu des conséquences économiques assez heureuses, vu que étant donné leur citoyenneté, ils ont pu s'intégrer plus facilement dans le tissu économique de la Jordanie, mais aussi du Proche-Orient et dans les pays du Golfe. Ce sont parmi les premiers qui sont allés travailler dans les pays du Golfe. Mais c'est un système qui a été mis en cause dès la fin des années 60, avec justement l'émergence du mouvement national palestinien, de l'OLP, avec deux questions qui sont posées, celle de l'identité politique des Palestiniens, de leur allégeance politique, va-t-elle vers la couronne hachimite ou vers l'OLP? Et de l'autre, et cela s'est posé surtout depuis le début du processus de paix, qui représente les réfugiés palestiniens en Jordanie? Est-ce l'État jordanien, de qui ils sont les citoyens, ou est-ce l'OLP qui est, d'après les Nations Unies depuis 1974, le seul représentant légitime du peuple palestinien? Et c'est là une question qui a continué à empoisonner, qui n'a cessé d'empoisonner les relations entre la Jordanie, l'OLP,
entre les Jordaniens et les Palestiniens depuis maintenant plusieurs décennies. Et c'est une difficulté, une ambiguïté ici que ne manquera pas d'instrumentaliser Israël le jour où on parlera vraiment sérieusement du problème des réfugiés, afin de diviser le camp arabe. Alors, on a parlé d'apatridie, le second pilier du système juridique mis en place par les pays arabes, et il tend à compenser en fait l'apatridie, ça concerne les droits économiques et sociaux des réfugiés. Alors, vous avez au niveau de la Ligue arabe de nombreuses recommandations, protocoles, qui prônent l'égalité de traitement entre les réfugiés et la population autochtone, la population locale, dans tous les domaines. Par exemple, l'éducation, l'enseignement supérieur, la liberté de mouvement, l'accès au marché du travail surtout. Mais là, chacun des systèmes juridiques des pays accueils a modulé les termes de leur accueil des réfugiés palestiniens selon des critères d'ordre démographique, politique et socio-économique, en fait selon leur capacité d'absorption, comme ils le disent, économique et en fonction de la sensibilité de la question politique représentée la question palestinienne. Alors on se retrouve au Proche-Orient avec une palette de statuts réels, je dirais, des statuts internes, avec des pratiques plus ou moins discriminatoires à l'égard des réfugiés. Alors c'est ainsi qu'on se retrouve au Liban, où les réfugiés constituent environ 10% de la population totale, moins maintenant, on en parlera plus tard. Alors au Liban, ils se sont retrouvés avec un statut d'étrangers, ce qui les exclut de quasiment toutes les professions libérales. En Syrie, par contre, avant la guerre, en tout cas, les Palestiniens étaient traités à peu près à égalité avec la population locale. Ils avaient accès aux services publics, ils pouvaient monter des entreprises. La seule chose, c'est que, mis à part la patrie, on leur refusait l'achat de terres cultivables, parce qu'encore une fois, cela tendait à accréditer le sentiment qu'ils étaient intégrés. Mais sinon, ils étaient traités avec équité. Mais il faut savoir aussi que, mis à part l'exception faite du sentiment pan-arabe et de fraternité dont ça réclame le base, et aussi le fait que les Palestiniens en Syrie représentaient moins de 3% de la population totale, ce qui explique aussi cette générosité. Et en Jordanie, où les Palestiniens d'origine, ou les Jordaniens d'origine palestinienne, comme on appelle aujourd'hui les réfugiés en Jordanie, constituent aujourd'hui environ la moitié de la population, ceux qui ont la citoyenneté en tout cas. Mais là, comme on l'a vu, ce n'est pas une question de poids démographique, c'est une question de statut politique des réfugiés. Et là, s'est installé, depuis les années 70, un régime de discrimination informelle, surtout dans le cadre surtout par rapport à l'accès à l'emploi dans les services publics, où à qualité égale, on tendra à choisir le Jordanien de souche par rapport aux Palestiniens. C'est l'une des pratiques qui contredisent la Constitution, vu que la Constitution, il n'y a aucune différence entre Jordaniens de souche, Jordaniens d'origine circassienne, tchétchène et palestinienne, mais le pouvoir a tendu à expliquer ces pratiques discriminatoires en expliquant que les réfugiés, que la Jordanie reconnaît le statut de citoyen aux Palestiniens, mais reconnaît aussi leur droit au retour. Donc, il est difficile de traiter cette population qui est en même temps dedans et à l'extérieur. Et donc, il est normal de leur refuser des postes élevés, des postes sensibles dans l'administration, au sein de l'administration jordanienne. Et en fait, on assiste, c'est plus que cela, à vraiment une jordanisation des services publics. Je l'ai vécu moi-même, je suis arrivé en Jordanie il y a 17 ans, et quand je faisais mes premiers travaux de chercheur dans les administrations jordaniennes, les hauts postes étaient vraiment occupés par des Jordaniens d'origine palestinienne. Aujourd'hui, c'est à 100%, les gens qui occupent ces postes sont des Jordaniens de souche. Les autres sont partis et sont lancés dans le secteur privé, en fait. Alors, à ces discriminations socio-économiques se sont ajoutées celles plus diffuses et au caractère, au statut inférieur du statut de réfugié, en particulier les réfugiés des camps, qui sont en moyenne les plus pauvres des réfugiés. Cela n'a pas empêché, dans les pays d'accueil, dans les pays arabes d'accueil, une certaine mixité de se faire, un peu à la marge, par le biais de mariage ou de partenariat professionnel. Enfin, le troisième
élément de cet échafaudage juridique, c'est le statut humanitaire très particulier des réfugiés palestiniens à l'échelle internationale, puisque ceux qui résident au Proche-Orient ont été exclus du système de protection universelle mis en place par la communauté internationale des 49, soit donc les deux instruments qu'on connaît, le statut du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et la convention relative au statut des réfugiés de 51, c'est la convention de Genève. Et là aussi, de la part des pays arabes, et même de certaines voix réfugiées à l'époque, qui ont justifié, qui ont demandé cette exclusion, il s'agit aussi là d'une discrimination positive. Il s'agit de singulariser, en fait, de mettre en évidence, en exergue, le statut particulier, selon eux, de la question des réfugiés palestiniens, qui est une question politique, dont le règlement est un règlement politique basé sur la résolution 194, le retour de la Convention, et ce n'est donc pas une question purement humanitaire, comme était à l'époque la question des réfugiés polonais, allemands de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit aussi de mettre en évidence, et cela est corrélé bien sûr, la responsabilité unique des Nations Unies dans la création de la question des réfugiés par le biais de la création de l'État d'Israël. Donc on a de ce point de vue-là cherché à singulariser un peu les réfugiés palestiniens. Et en 1949, on ne pensait pas, peut-être on s'interdisait de penser que la question des réfugiés durerait aussi longtemps. Peut-être pas aussi orthodoxe d'y penser. Toujours est-il qu'au cours des décennies suivantes, cette spécificité politique du réfugié palestinien, cette discrimination positive, s'est transformée en discrimination négative, en passif du point de vue humanitaire. Et cette absence de protection internationale en a fait peser sur les réfugiés palestiniens chaque fois qu'ils ont été victimes de discrimination sur le plan social et économique, et plus encore, bien sûr, chaque fois qu'ils ont été exposés aux violences. Qu'il s'agisse de violences de septembre noir en Jordanie en 1970, violences durant les différents épisodes de la guerre civile au Liban, durant les deux intifadas, etc. Et maintenant en Syrie, bien entendu. Alors, et à chaque fois que le HCR a été interpellé sur ce sujet, eh bien, il a confirmé le fait qu'il n'était pas compétent pour intervenir auprès des réfugiés palestiniens. En 2002, il a quand même explicité qu'il accepterait de porter assistance, une protection aux réfugiés du Proche-Orient s'il se trouvait en dehors du Proche-Orient. On reviendra là-dessus, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, en lieu et place du HCR, les Nations Unies créent une agence humanitaire, qui est une agence unique dans les annales des Nations Unies, puisqu'elle est uniquement dédiée aux besoins humanitaires des réfugiés palestiniens, donc de ceux qui en ont le plus besoin, qui agit, donc qui est opérationnel au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza. Et c'est l'UNRWA, en français l'Office de secours et de travaux des réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Mais on ne l'appelle plus communément par son acronyme, en langue anglaise, l'UNRWA. Donc c'est une agence, c'est quoi l'UNRWA? C'est une agence temporaire, humanitaire temporaire en principe, chargée de la distribution de rations, de soins médicaux, d'éducation primaire. Et c'est aussi une agence qui, et c'est son but premier en fait, qui était chargée d'intégrer en fait les réfugiés palestiniens dans les marchés du travail local et à l'échelle régionale. Alors, ce que pour une fois les pays arabes jouent bien, et ce qu'ils ont réussi à obtenir des Nations Unies, des pays donateurs de l'UNRWA, c'est que, qui sont les États-Unis et l'Europe depuis les années 50, c'est la garantie que la fin du mandat de l'UNRWA, mandat temporaire de l'UNRWA, soit malgré tout liée au règlement juste de la question des réfugiés, de la résolution 594. C'est ainsi que, depuis 60 ans, cette agence temporaire, dont le mandat est renouvelé chaque 3 ans, des fois 5 ans, a été renouvelé, donc son mandat est renouvelé jusqu'à nos jours, et elle continue donc à distribuer ses services humanitaires aux réfugiés enregistrés et à leurs descendants. Mais l'importance, si on veut, du travail de l'UNRWA ne se mesure pas seulement à sa contribution, à son travail humanitaire et économique depuis 60 ans. Ce qui a beaucoup importé, peut-être ce qui importe encore plus aujourd'hui, sauf dans des régions qui souffrent, comme Gaza, comme la Syrie, comme peut-être pas dans le Liban également, c'est la dimension politique de la nation. C'est une dimension informelle, bien entendu. Puisque les réfugiés, faute de mieux, ont tendu à représenter, à faire de l'UNRWA le symbole de la responsabilité internationale dans leur cause, le symbole du droit au retour.
vu que tant que l'UNRWA continuera à fournir ses services, c'est-à-dire que le droit au retour est encore sur son agenda. Donc c'est le symbole vivant, malgré elle, bien entendu. Donc ce n'est qu'une agence humanitaire, est encore en plus. Mais c'est devenu, malgré elle, le symbole pour les Palestiniens, le symbole du droit au retour. C'est une raison pour laquelle Israël n'a cessé, depuis plusieurs décennies maintenant, essayer de la dénigrer, essayer d'éteindre son mandat, sans y arriver. Alors, un des signes de l'importance politique primordiale de l'enregistrement à l'UNRWA, c'est que beaucoup de réfugiés qui sont enregistrés à l'UNRWA, qui ne profitent plus de leurs services, qui sont obligés de profiter de ces services, eh bien on continue à garder la carte. Ça concerne aussi beaucoup de réfugiés du Liban, par exemple, qui se trouvent en Allemagne, en Danemark, en Europe du Nord depuis plusieurs décennies, conservent leur carte, qui leur servent un peu comme ils l'appellent souvent de passeport pour la Palestine. C'est la seule pièce qui atteste de leur qualité de réfugiés, de réfugiés politiques de leur part, et qui pourrait un jour, pourquoi pas, servir de support à une revendication au retour à leur foyer ou à la compensation. La commission de conciliation des Nations Unies, qui était chargée, qui était la principale institution onusienne, qui était en charge de la résolution du conflit, qui aujourd'hui qui existe toujours, mais qui est dormante, enfin, qui n'est plus active. Une fois qu'elle a échoué après l'échec de ses conférences de la paix à Lausanne et à Paris en 49-50, elle s'est dédiée au recensement des propriétés palestiniennes. Et donc toutes les propriétés sont recensées. Et durant les années 2000, entre 1995-2000, un CD a été remis par la commission de conciliation aux dirigeants des pays arabes concernés, et notamment à l'OLP. La Jordanie, paraît-il, a bien, le jour où elle sera invitée à participer d'une manière ou d'une autre négociation, aura son plan de compensation prêt. Je ne sais pas ce qu'ont fait le Liban et la Syrie. On a donc une vraie cartographie des propriétés israéliennes d'avant 1948. Certains Israéliens, d'ailleurs, de gauche, ont fait des plans de compensation assez très précis avec des sommes, mais ce sont des sionistes. Et pour eux, les réfugiés palestiniens devraient être compensés, non pas parce qu'ils ont été expulsés, n'ont pas pu revenir, etc., parce que la contrainte, mais ça passe selon une règle commerciale, finalement. Ces gens-là sont partis, donc ils ont le droit à une compensation. Et selon cette règle, selon le droit international, ils seraient compensés au prix de 48. Ah ouais. Par ailleurs, c'est assez important, le travail de l'UNRWA dans la représentation officielle du droit économique et sociaux des réfugiés dans les forums onusiens a servi à reproduire et à conforter une image unie des réfugiés palestiniens, et cela a été primordial durant les années 50-60, à l'époque où il n'y avait pas encore d'OLP, pour jouer ce rôle-là, et ce rôle de représentant un peu de la cause des réfugiés palestiniens s'est révélé essentiel à chaque fois que l'OLP a connu des phases de déclin, ce qui est le cas en fait depuis les processus, depuis les accords d'Oslo. Donc, pour résumer sur ce point-là, on peut le constater, donc le système juridique établi par les pays arabes a donc contribué donc, à maintenir l'identité spécifique de l'exil. On le voit bien, c'est là une identité par défaut, qui est maintenue par l'apatridie, par des discriminations politiques et par l'action informellement politique de l'UNRWA. Et c'est en fait, encore une fois, l'émergence de l'OLP dans les années 60-70 qui a permis de donner une couleur positive à cette mobilisation identitaire des Palestiniens, qui leur donnait vraiment des axes de lutte, soit à travers la lutte pour l'État palestinien, pour le droit au retour, et la consécration a été que ces deux revendications ont été reconnues comme des droits inaliénables du peuple palestinien par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974. Et c'est important de l'OLP, une des raisons historiques de l'OLP, une des raisons pour laquelle aujourd'hui beaucoup de voix palestiniennes, quelque obédience que ce soit, insistent pour vraiment que l'OLP, qui est aujourd'hui en pleine décadence, soit régénérée. C'est vraiment la seule organisation chrétienne qui est encore capable de fédérer l'ensemble du peuple palestinien. En Égypte, c'est très spécifique. Il y a un mouvement, je dis toujours, les Égyptiens sont les premiers, et ils l'ont prouvé,
par leur prise d'opposition aux Nations Unies. Ce sont les premiers supporters de la cause palestinienne. Par contre, ce sont les premiers, parmi dans les mondages, les premiers ennemis du peuple palestinien. Je rappelle, en 1990, il y a un sondage auprès de la population égyptienne, très simple, auprès de quel peuple à quel peuple étranger vous identifiez-vous, quel est votre peuple préféré, entre guillemets. Alors, bien sûr, arrivent les peuples au sein desquels ils aimeraient habiter. Alors, Australie, Canada, France, Arabie Saoudite aussi, bien, etc. Tout en bas de la liste, il y avait Israël, et juste devant, il y avait les Palestiniens. C'était considéré. Alors, il y avait tout ce discours qu'on entend, tous ces clichés. Les Palestiniens ont rendu leur pays aux Juifs, et nous, on doit maintenant supporter cette trahison. On entend ça en Jordanie aussi, dans la population transjordanienne, je dirais. Parce que partout ils sont allés, ils ont créé le chaos, Jordanie, Liban, et aussi le coût de la guerre. Donc on paye vraiment, on paye leur absence de réaction, leur défaite de 48 qui est la leur. Et ils ont vendu leur terre bien avant 48. Donc il y a cette chose qui fait que... Alors, depuis le début, il y a cette histoire de l'Égypte qui a été très instrumentale, qui est celle qui a façonné le mandat de l'UNRWA. C'est elle qui a imposé, parce qu'au début, juste entre parenthèses, au début, ceux qui ont écrit le premier draft de la résolution 302 qui crée l'UNRWA ne sont pas fous. Ils ne voulaient pas d'agence onusienne pour s'occuper de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, pour eux, il était impensable que le HCR prenne en compte ou s'occupe de l'action palestinienne. L'action palestinienne était beaucoup trop politisée. On sait que le HCR, s'il s'occupait des Palestiniens, serait enseveli, enfin serait détruit depuis le début. Ils ont pris l'UNRWA, d'ailleurs. Au début, ils voyaient bien le piège. Cette agence temporaire va être appelée à durer, parce que jamais les Palestiniens vont rentrer à leur foyer. Donc les réfugiés sont destinés à rester réfugiés pendant très longtemps. Et donc, l'agence qu'imaginait les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'était une agence qui n'est pas onusienne, qui s'appelait NERVA, qui était une agence interrégionale, qui durait vraiment qu'une année, avec aucun moyen de reconduire, d'étendre le mandat de l'UNRWA. Et c'est pendant les débats qui ont précédé l'adoption de cette résolution que les pays arabes, et l'Égypte en premier, a dit non, nous on ne vous a rien demandé. Le problème des réfugiés, c'est votre problème, parce qu'il est dû à la création d'Israël, et c'est vous qui avez cautionné. Donc c'est à vous de payer, c'est aux Nations Unies de payer. Donc c'est que NERVA s'est transformé en UNRWA, qu'ils ont réussi à imposer dans la résolution quelques mots qui ont fait que le mandat de l'UNRWA a pu se perpétuer jusqu'à nos jours. La résolution de base disait les services de ration, etc., devront se terminer au plus tard le 30 décembre 50. Et eux ont rajouté, à moins que l'Assemblée Générale en décide autrement. Il ne faut pas grand-chose. Ils ne voulaient absolument pas s'impliquer au sein des réfugiés depuis le début. Donc pas de camp de réfugiés en Égypte. Déjà au début, ils étaient vus comme une population problématique, et surtout pas d'UNRWA en Égypte. Ils ne voulaient pas depuis donc, des études sont dans pas mal d'articles. Déjà, on s'occupe, n'oubliez pas qu'en 48-67, l'Égypte a administré avec Gaza. Donc on a assez de problèmes avec eux à Gaza, on ne peut pas en plus s'occuper d'eux en Égypte même. Donc il y a dès le départ cette détestation, cette sensibilité négative. Avec deux événements majeurs qui se sont produits. Donc c'est d'une part la signature des accords d'Oslo en 1994, et puis d'autre part l'échec de ce processus d'Oslo en 2000. Chacun de ces deux événements va affecter le contexte politique et donc politique économique dans lequel baignent les réfugiés dans les pays d'accueil, et donc va affecter leur statut juridique et leurs conditions de vie. Alors, quelles sont les conséquences des accords d'Oslo sur les réfugiés palestiniens? Ils ont été globalement, les réfugiés palestiniens de la diaspora en tout cas, ils ont été globalement néfastes. Alors, au plan interne palestinien, l'OLP et ses principales institutions politiques et sociales dans les pays d'accueil ont été phagocytées par l'autorité palestinienne. De nombreux, le personnel de ces institutions-là a eu tendance à intégrer les rangs de l'autorité palestinienne à Gaza
et en Cisjordanie. Aucun gage n'a été donné aux Palestiniens de diaspora au sujet des liens que la future entité étatique palestinienne tisserait avec eux. Ils sont dans une espèce de vide de vision, hein, ils sont en anglais in limbo. Pire encore, ce qui avait été considéré comme un lâchage politique de la direction palestinienne, serait accompagné par une remise en cause de ce qu'on appelle le droit au retour, puisque dans le cas des négociations actuelles, on privilégie aujourd'hui un retour non pas au foyer d'origine, mais à la notion de retour vers l'État palestinien. Alors, c'est bien sûr un revirement qui peut être jugé comme pragmatique, de donner l'État les rapports de force entre OLP et Israël. Le problème, c'est qu'il a été énoncé unilatéralement par la direction palestinienne, sans concertation aucune avec les réfugiés, qui sont les réfugiés du Moyen-Orient, du Proche-Orient ou même de l'étranger, et surtout sans contrepartie d'Israël, dont les dirigeants, depuis le départ, continuent à nier toute idée du principe de retour, une reconnaissance de principe, et qui agrèent depuis quelques années du bout des lèvres le principe d'une compensation, mais ils ont déjà fait savoir qu'ils ne subiraient en aucun cas le poids financier de cette compensation. Ce serait la communauté internationale ou vous qui aurait à payer à assumer le poids financier de la compensation. Alors, une des conséquences du vide politique que ce lâchage des réfugiés de la diaspora, une des conséquences, c'est la dépolitisation de nombre de militants d'OLP, qu'on peut constater en Jordanie, au Liban et ailleurs, ou leur engagement dans des forces d'opposition, notamment auprès des forces islamistes, de toute obédience, frères musulmans, djihadistes, salafistes, djihadistes, etc. Dans l'ensemble, malgré cela, de nombreux forums ont montré que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réfugiés continuent à se montrer fidèles à l'OLP et pressent pour que les dirigeants palestiniens se mettent à travailler en vue de sa régénérescence, de sa réactivation. Puisque c'est la seule organisation fêtière, et même les djihadistes, même ceux du Hamas, etc., le reconnaissent. Le problème, c'est bien sûr comment intégrer le Hamas auprès des institutions de l'OLP. Et ça, on rentre là dans les pourparlers depuis 2006-2007 entre Hamas et Fatah. Alors, à la marginalisation du rôle des réfugiés au sein du mouvement national palestinien, s'est ajoutée une nette précarisation de leur situation dans leurs pays d'accueil respectifs. Ce qui s'est passé dès 1993, c'est que la perspective d'une réinstallation permanente des réfugiés a provoqué des réactions hostiles de la part des sociétés, de la part des États et des sociétés d'accueil, effrayés à l'idée que la création d'un État palestinien se fasse à leurs dépens. C'est-à-dire qu'ils aient à réintégrer, à assimiler leur quota de réfugiés sans compensation. Il faut bien voir ici, parce qu'on critique souvent les pays arabes, même un peu comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Pour rappeler que les négociations sur le statut permanent est un statut bilatéral. Israël-Palestinien, les pays d'accueil s'en trouvent exclus. Et donc, ils se trouvent, leur destin, leur futur se trouve finalement déterminé par des discussions auxquelles ils ne participent pas. Donc justement, cette peur de devoir assumer, au cas où un État palestinien serait créé, de devoir assumer comme cela, de se faire imposer cette assimilation des réfugiés palestiniens, vu qu'il est évident qu'en cas de création d'État palestinien, très peu de réfugiés pourraient s'y rendre de par la faiblesse, la capacité d'absorption de Gaza et de la Cisjordanie. Assimiler les réfugiés, ça voudrait aussi dire de les réintégrer vraiment dans toutes les structures politiques, économiques, sociales. Et vu le contexte très agité en ce moment du Moyen-Orient, cela aurait des répercussions probablement
très négative sur la stabilité des pays d'accueil. Donc, de là, et reflétant ces inquiétudes des pays d'accueil, on a assisté depuis 1993 à toute une série de mesures arbitraires prises par ces pays d'accueil à l'encontre contre les réfugiés palestiniens. Alors, on se rappelle dès 1995, Kadhafi qui expulse quelques centaines de familles palestiniennes, qui les met sur des bateaux, et les expulse comme ça, sans préavis, et il ne l'a pas caché. C'était pour me montrer à quel point les accords d'Oslo avaient négligé la question des réfugiés, de ceux qui se trouvent en dehors de Palestine, et pour mettre en évidence la faiblesse de l'autorité palestinienne qui n'a rien pu faire contre son acte unilatéral. On a assisté aussi à une accentuation des mesures discriminatoires au Liban en particulier, et en Jordanie on a assisté à la montée d'un nationalisme de type transjordanien hostile à la survivance d'une spécificité palestinienne, politique palestinienne dans le pays, de peur que celle-ci ne constitue le socle de la base d'un scénario qui est promu par Israël depuis plusieurs décennies, qui est la transformation de l'État jordanien en une patrie alternative, en État alternatif pour les Palestiniens. Tant que vous êtes ici, en Jordanie, vous vous comportez en jordanien. Et si vous n'êtes pas content, bien, vous n'avez qu'à aller en Cisjordanie et Gaza, que vous l'aimez tant. Alors, ces mesures ont parfois atteint leurs objectifs. On estime aujourd'hui que plus de la moitié de la population des réfugiés palestiniens enregistrés au Liban vivraient en dehors du territoire libanais. Donc sur les 400 et quelques mille, seuls 200 000, selon les dernières études conduites au Liban, vivraient encore sur le sol libanais. Mais comme je le dis, ils restent enregistrés auprès de l'UNRWA pour des raisons politiques, des raisons d'appartenance aussi. C'est une façon d'affirmer leur identité de réfugiés et d'ayant droit, en fait. La plupart des cas, ce qu'on observe dans tous ces pays d'accueil, c'est que ces mesures discriminatoires n'ont fait finalement que consolider cette spécificité palestinienne qu'elles entendaient combattre. Alors, à l'inverse, ce qu'on a observé depuis 2000 et l'échec du processus d'Oslo, notamment après l'échec du sommet de Camp David en 2000, et puis après toute la série de la crise financière de 2008 et maintenant le printemps arabe, bref, l'instabilité interne qui n'a rien à voir avec la population palestinienne qui a touché les pays d'accueil, c'est que les pays d'accueil ont tendu à essayer d'améliorer, à soigner un peu leurs relations avec les communautés palestiniennes pour au moins essayer d'écarter, en fait, de stabiliser en fait le pays. On a cherché par exemple depuis 2000 à améliorer le sort des plus démunis des Palestiniens, c'est-à-dire les réfugiés des camps, avec à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie et en Syrie même, de grands projets de réhabilitation, de rénovation de l'infrastructure des camps. C'était une question taboue, vu que les camps, pendant longtemps, étaient la vitrine de la souffrance des Palestiniens. Et tant les pays d'accueil que les réfugiés ont eu tendance à refuser tout travail de réhabilitation, puisque cela aurait accrédité l'idée que même les camps sont intégrés, donc il n'y a plus de droit au retour. Or, là, depuis 2000, et les pays d'accueil et les réfugiés, exactement des réfugiés, ont accepté cette amélioration donc, des conditions de vie. Au Liban, les autorités libanaises, sous la pression internationale, ont même promulgué des lois permettant ou facilitant l'accès des réfugiés au marché du travail. C'était vraiment le grand obstacle, qui était un grand problème à avoir avant, même si aucune de ces lois n'a été appliquée. Moi, c'était un pas en avant. Alors, ces mesures d'apaisement entre pays hôtes et réfugiés palestiniens, a laissé entrevoir, et c'était en tout cas l'espoir d'Israël, que finalement cet apaisement pourrait lier finalement à la disparition progressive de la question des réfugiés palestiniens. Alors, doit-on s'attendre, selon les vœux d'Israël, à un lent mais irréversible processus de réinstallation des réfugiés, sans passer par la case négociation? C'est une question qui est toujours d'actualité, mais auquel on peut répondre, en tout cas pour l'heure, par la négative, pour plusieurs raisons.
région est encore très fragile et ce qui n'est pas sans risque pour les réfugiés palestiniens, comme le montre l'exemple syrien. L'exemple syrien qui ont été visés depuis 2013 par les violences. On a entendu parler des violences qui ont eu lieu dans le camp de Yarmouk, avec sur l'ensemble du territoire syrien plus de 1000 morts, la moitié de la population syrienne, environ 200 000 personnes, qui est déplacée et qui ne dispose pas donc d'aucun, qui dispose de moins d'atouts en tout cas de protection que la population syrienne. Et puis surtout, ce qui a surtout choqué les organisations internationales, ce n'est pas seulement ces déplacements, ces morts qui sont malheureusement normales dans un contexte de guerre, mais surtout les pratiques de refoulement aux frontières qu'ont subi les réfugiés de Syrie qui ont essayé de se réfugier en Jordanie. Depuis 2013, la politique jordanienne, c'est plus aucun réfugié syrien sur le territoire. Pourquoi? Pour ne pas, encore une fois, pour ne pas accréditer l'idée que la Jordanie est le foyer naturel, le futur État palestinien, le futur foyer alternatif pour les Palestiniens. Dans cette théorie, dans cette vision jordanienne, tout réfugié supplémentaire accrédite cette idée en Israël et ailleurs. Voilà. Donc, ou alors, on réussit à entrer, mais en falsifiant leurs papiers, en faisant des faux papiers syriens. Depuis quelques mois, 2 mois maintenant, les réfugiés palestiniens de Syrie aussi se sont vus refoulés de la frontière à la frontière libanaise. Voilà. Ce qui montre donc que vraiment leur situation vraiment reste très spécifique et sont vraiment discriminés. Ensuite, bien sûr, les tensions intercommunautaires entre sociétés d'accueil et population réfugiée, même si elles sont un peu stabilisées, ces tensions restent assez fortes. Et les autorités d'accueil n'ont aucun intérêt aujourd'hui, en plein printemps arabe, d'essayer de bouleverser leur contexte local, alors que leur contexte national, le contexte régional est dégradé. Il faut bien voir aussi que les pays arabes d'accueil n'ont aucun intérêt à laisser filer l'action des réfugiés, parce que pour eux, résolution de la question des réfugiés se traduit forcément par des compensations à l'État. Des compensations à l'État pour réinstaller définitivement, une fois un accord signé, réinstaller les réfugiés des camps, démantèlement des camps. Et on a cité les signes, à l'époque, à la grande époque du processus de paix, en les 2000, on a cité des chiffres qui allaient jusqu'à 40 milliards de dollars pour l'autorité palestinienne et pour la Jordanie, et un peu moins pour le Liban et la Syrie, pour accepter justement le processus de paix, de devoir réinstaller leur quota de... Donc il y a une question financière, raison qui milite contre une libération, une assimilation du statut du même land des réfugiés dans leur pays d'accueil. C'est que même si une majorité d'entre eux, y compris sur des camps, acceptent de jouer volontiers toute amélioration qui pourrait améliorer leur statut et leur niveau de vie, en même temps ils se sont montrés opposés à toute solution radicale dans ce domaine. Et on l'a vu en 2005, leur position dans plusieurs pays, peut-être les guidés par les pays d'accueil d'ailleurs, leur position à l'initiative prise par le président palestinien Abou Mazen, qui visait à ce que les pays d'accueil attribuent une citoyenneté, mais pas nationalité, une citoyenneté fonctionnelle aux réfugiés palestiniens afin de faciliter leur situation, leur niveau de vie. Et c'est une initiative qui s'est heurtée à une fin de non-recevoir, tant de la part des États d'accueil que des réfugiés, qui voyaient là une manière, Abou Mazen vouloir supprimer leur statut de réfugié tout court. Bien. On semble même être revenu dans les pays d'accueil à l'ère d'avant l'OLP, où le travail de conscientisation politique des réfugiés était était opéré par les familles, à travers la réactivation de la mémoire, au travers du village d'origine et de la Palestine, était assuré aussi par l'UNRWA, de manière à l'échelon international, aussi par le travail des professeurs de l'UNRWA qui, en marge des programmes d'enseignement locaux, essayaient d'inculquer aux élèves ce qu'était la Palestine, l'histoire, la géographie de la Palestine. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, avec l'éclosion d'Internet, l'éclosion d'Internet favorisera justement ces efforts de conscientisation identitaire dans la diaspora, qui ne reposent finalement que sur la diaspora elle-même, la déliquescence de l'OLP. Pour conclure, en imaginant une perpétuation du statu quo actuel, quels sont les critères qui pourraient contribuer à
améliorer la situation. Alors il y a bien sûr le travail de la direction palestinienne qui se doit de renouer un lien avec la diaspora de l'extérieur, un lien politique, un lien à tout niveau, culturel, etc., qui sont quasiment au point mort. La question de l'OLP, c'est une coquille vide depuis déjà 90, suite aux sanctions infligées par les pays du Golfe contre l'OLP, pour la punir d'avoir s'être mise du côté de Saddam. On ne s'est pas montré contre Saddam lors de son invasion du Koweït. C'est là que l'OLP, qui dépendait beaucoup des subsides, des subventions koweïtiennes surtout, a perdu beaucoup de son pouvoir d'action. Il n'y a plus d'argent. Je me rappelle, les gens de l'OLP à l'extérieur n'avaient plus d'argent. Ils ne recevaient plus de salaire. En plus, 93, c'est encore ce qui s'est passé sur l'applaudissement, c'est qu'un grand nombre d'employés de l'OLP est venu rejoindre les rangs de l'autorité palestinienne. Donc il y a un manque de staff, il y a un manque de capacité financière, il y a un manque de staff, d'employés. Donc c'est une coquille vide. Mais c'est une coquille vide qui a encore un pouvoir dans le sens représentatif, dans le sens où quand Mahmoud Abbas est invité aux négociations à Annapolis, etc. et autres, il parle au nom de l'OLP, non pas l'autorité palestinienne. C'est un grief qui est fait par certains Israéliens. On devrait refuser ce titre de l'OLP. Mahmoud Abbas devrait être traité en tant que président palestinien de l'intérieur, donc de Cisjordanie et de Gaza, et non pas en termes d'OLP. C'est une protestation des milieux israéliens de droite. Mais voilà, donc l'OLP retrouve un peu, chaque fois, à chaque round officiel de négociation, retrouve une aura très temporaire, mais elle retrouve cette aura. Donc elle est toujours là, il est toujours officiellement, elle est toujours la représentante, la seule représentante légitime du peuple palestinien, qu'elle retrouve justement dans ces moments-là, mais c'est du protocole, voilà. Mais sinon c'est une coquille vide, mais qui demande, qu'est-ce que ça demande d'être réinvesti, et peut-être que ces initiatives de vote de nouveau Conseil national palestinien, les initiatives dont on a parlé de Kamal Aboulsi, peut-être l'entrée du Hamas à l'intérieur du Conseil national palestinien, peut-être, donnerait du poids à cette peut-être, donner du poids à ce Conseil national palestinien, donnerait une force politique en tout cas pour les Palestiniens. Les 2,5 millions, 3 millions de réfugiés en Jordanie sont exclus. Ça a déjà été posé à de nombreuses reprises en Jordanie, où des fois on dit, voilà, on laisse bien voter les réfugiés irakiens lors des élections législatives, les présidentielles irakiennes, pourquoi pas les Palestiniens? Mais le problème, c'est que ces Jordaniens-là, ces réfugiés sont Jordaniens en même temps, et aucun pays ne peut accepter, la Jordanie en tout cas ne peut pas accepter cette double casquette. C'est même le fil rouge de la politique jordanienne à l'égard des Palestiniens. C'est pas possible. Voilà. Et les autres pays n'ont pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore, comme je l'ai dit, du statut des Palestiniens. Leur donner le droit de voter pour des élections en Palestine, même si ça ne concerne pas le Liban, par exemple. Mais ce serait rouvrir tout le dossier palestinien, y compris leurs droits, les discriminations, surtout les discriminations à leur encontre. Et aucun des États arabes n'est prêt à s'engager dans ce processus, à l'heure où ils sont eux-mêmes confrontés au printemps arabe, aux revendications sociales de leur propre société. Bien que c'est la seule solution pour revivifier, régénérer l'OLP, etc., c'est de redonner la voix au peuple, comme il l'avait fait en 1965, quand l'OLP a été créé. Les dirigeants de l'OLP, les premiers, avant l'OLP d'Arafat, sont allés et ont parlé à toutes les communautés, dans toutes les régions d'implantation des réfugiés. C'est ce qu'ils voudraient faire. Les pays d'accueil qui sont contre, et l'OLP également, les dirigeants qui sont contre. Les gens de l'OLP qui ont cette trouille constante de se voir marginalisés. Ils savent bien qu'Abou Mazen se rend bien compte, comme dit en France, qu'il n'imprime pas auprès des Palestiniens. Donc, c'est la moindre, pour lui, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est justement de se voir marginalisé dans le cadre d'un processus qui donnerait la voix à d'autres personnes que lui. De laisser émerger d'autres représentants légitimes des réfugiés. Et c'est ça sa hantise. Et ça suit l'OLP depuis très très longtemps. Et c'est un rôle que l'OLP a laissé tomber depuis plusieurs années, depuis qu'elle s'est complètement focalisée sur ce projet étatique palestinien. L'échec de ce processus étatique devrait l'induire, devrait la pousser justement à essayer de reconquérir la diaspora qu'elle a perdue depuis 20 ans.
qui manque cruellement, justement, c'est cet intérêt de la direction palestinienne pour la diaspora, qui est dû probablement à la manière dont la diaspora palestinienne, les relations très tumultueuses et négatives qu'ont entretenues la diaspora palestinienne et l'autorité palestinienne dès le départ. On se rappelle des propos d'Edouard Saïd qui critiquait les accords d'Oslo, en disant voilà, Abu Arafat, tu vas devenir le maire de Jéricho. Tu as vendu la cause nationale au profit d'un État qui sera forcément étriqué. Croupion. Donc, ce qu'il est condamné à devenir. Une des raisons de ce divorce entre diaspora et direction politique, on revient là aux deux pôles, aux deux éléments fondateurs, aux deux piliers du mouvement national, le droit au retour contre l'État. C'est cette vision que porte en elle la direction palestinienne. La question des réfugiés est en train de plomber notre dossier de l'État palestinien. Il est en train de le plomber. Donc, et quand on parle avec les négociateurs, c'est assez flagrant. Il faut absolument se débarrasser, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Comment la mettre un peu à l'écart, sans offenser personne, de façon à pouvoir vraiment accélérer le processus, le dossier de l'État palestinien. On en est là. Il faudrait aussi s'intéresser au programme politique des mouvements islamistes, de toute obédience, concocté, comme je l'ai dit, nombre de militants de l'OLP. Le Hamas n'est pas un frein au droit de retour, ni un support. Toutes les réunions auxquelles j'ai participé avec des gens du Hamas, le Hamas n'est pas dans ce contexte-là. Le Hamas pense que cette question, même la question de l'État, la question des réfugiés, c'est pas leur problème, c'est pas en avant, ils vont pas cracher sur l'État palestinien ou sur la question des réfugiés, mais c'est pas central, ce n'est pas central. Et c'est parmi ces gens du Hamas, ce sont parmi les Palestiniens les moins impliqués que je connaisse dans la question des réfugiés. Eux, ils ont une vision beaucoup plus large, qui est celle des frères musulmans, voire pour les salafistes du Moumma islamique. Pour eux, ces discussions tatillonnes au sujet du statut de tel ou tel réfugié dans tel pays, c'est dépassé. C'est dépassé. Le combat il est ailleurs, au niveau idéologique, au niveau de la reconquête, non pas par l'identité nationale palestinienne, les relations des Palestiniens en retour à l'État, mais au niveau de la reconquête par l'islam, d'une manière ou d'une autre. Quiétiste, djihadiste, culturel, politique, etc. Donc eux, le Hamas laisse faire. Moi, j'ai jamais entendu de gens du Hamas s'étriper ou s'enthousiasmer lors d'une discussion sur les réfugiés. Ils reconnaissent d'ailleurs le rôle de l'OLP dans leur devoir de représentation politique du peuple palestinien, que ce soit pour l'État ou pour les réfugiés contre Israël. Ils laissent cela à l'OLP, c'est pas leur sujet, c'est pas leur vrai sujet. Ils l'utilisent bien sûr pour recruter, ils l'ont toujours fait, pour recruter des militants, mais ce n'est pas leur cause, leur vraie cause. Ces adhésions à l'islamisme, est-ce que ça signifie un exit du projet national palestinien ou pas, ou ces militants restent-ils finalement dans le giron nationalisme, et vu l'échec de l'OLP, c'est une manière aussi de faire avancer l'agenda nationaliste, une question à se poser. Ils sont qu'eux-mêmes devront essayer de se prononcer là-dessus. Une autre problématique, c'est bien sûr relatif aux politiques que vont mener les pays d'accueil, en fonction justement de leur pression interne, en fonction aussi de l'évolution de la situation au Proche et au Moyen-Orient, en fonction aussi des appuis financiers et des politiques des principaux bailleurs de fonds. Est-ce qu'un facteur qui pourrait influencer sur l'avenir, c'est vraiment le réveil de la société civile en Cisjordanie en tout cas, et à Gaza, mais surtout en Cisjordanie. Il y a toute une série d'ONG qui se sont créées, font des actions contre le mur de séparation, ça peut entrer dans ce cadre-là. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, la Cour suprême israélienne a reconnu le droit au retour de réfugiés de l'intérieur vers 2 villages. Ça n'a jamais pu se faire, mais il y a une mobilisation dans ces villages à l'intérieur d'Israël pour la mise en œuvre de ces droits au retour. Donc les Palestiniens, dès qu'ils ont une façon de
promouvoir leur droit l'utilisent, mais elles sont très peu. Et puis souvent, elles viennent d'ailleurs de décisions de la Cour suprême israélienne. Parce que vous voyez des gens, après 60 ans d'exil, prendre leur baluchon pour les vivre, c'est pas possible. Enfin, voilà, ces gens-là ont fait leur vie. Alors on estime, il y a eu des sondages là-dessus, il y aurait bien sûr ceux qui n'ont pas fait leur... stabilisés dans les pays d'accueil, qui retourneraient, n'auraient rien à faire, je crois qu'il y a gagné en fait. Mais ça veut dire, parler l'hébreu, imaginer des problèmes d'école, de logement. Et l'OLP n'a jamais travaillé là-dessus. C'est ça le grand drame. J'en vois en 1999, quand on s'est réunis, les premiers chercheurs qui avaient été engagés pour soutenir un peu le travail des négociateurs, ils avaient compris l'erreur de 93, qu'il ne suffit pas d'aller négocier sur la table pour faire un accord juste. Et d'Oslo, ils avaient compris qu'il fallait, c'est bien d'avoir des chercheurs et des avocats. Il faut faire un travail de documentation énorme parce que ça fait 40, ça à l'époque, ça fait 50 ans qu'on discute, qu'on parle du droit au retour, on ne sait pas ce que c'est, on n'a aucun programme. Donc, on a dû déjà, à l'époque, on a fait un grand travail de documentation juste pour connaître les chiffres, les positions, parce que les négociateurs n'en savaient strictement rien. Donc au moins qu'ils n'aient pas l'air bêtes, donc on a fait des brochures, et puis c'est un travail qui a continué depuis. Et là maintenant ils ont une position beaucoup plus forte, qui est due peut-être à Israël et au statu quo. Au moins ça a donné autant aux Palestiniens de vraiment présenter des vrais arguments documentés, à l'aide de statistiques, de points de vue juridiques, éclairés, etc. De gens en Jordanie qui conservent la voix, la carte de l'UNRWA, qui sont enregistrés, ont des business, sont des gens installés. Et puis, c'est comme vous, si on vous demandait, si on vous annonçait que vous aviez des terres, je sais pas, au Danemark, est-ce que vous iriez non, c'est des gens qui aimeraient voir ce qu'il s'agit. Les Jordaniens à Gaza aimeraient ils pensent à eux, donc le but, c'est comme les Jérusalémites en fait. C'est beaucoup d'entre eux, parce que je me rappelle, aimeraient continuer à vivre au sein d'un futur État, sur des terres palestiniennes et au sein d'un État palestinien futur, mais aimeraient continuer à travailler, si je le pouvais, en Israël, ne serait-ce que pour les salaires, ils sont bien plus grands. Et donc, quand on demande aux réfugiés, dans la consensus, ce n'est pas de retourner là ou d'être là, ça s'exprime sous la forme finalement d'une liberté de mouvement. Ce qui est encourageant en tout cas, et je termine là-dessus, c'est que la mobilisation pro-palestinienne dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, continue à être assez vive, on le voit lors du compte de chaque commémoration, et notre présence à cette université d'été le prouve aussi. Voilà, merci. أدركت أنك لا تطمئن بهذه السهولة فأنت البلاد وأنت القبيلة وأنت القصيدة أيوة اديله من الأول بلاد وأنت القبيلة وأنت القصيدة قبل تكون